Bonjour, je suis Isabelle Calonne, généalogiste professionnelle depuis 2011. Je suis installée dans le département du Var. Pour ce salon Généa Event 2020, je vais vous présenter une conférence afin de vous aider à faire vos premiers pas en recherche généalogique pour constituer au mieux votre arbre et que vous ayez des bases solides. Donc, on va partager un écran que voici. Donc, vos premiers pas en généalogie. Un petit conseil déjà au préalable, il faut avoir quelques qualités et notamment celle de la patience. Car en effet, bon, votre histoire familiale ne s'est pas écrite en un jour, vos recherches ne vont pas se faire non plus en un jour. Même en étant à l'ère d'Internet où en un clic on trouve pas mal d'informations, la recherche d'un ancêtre peut s'avérer quelquefois un peu plus longue. Il faut aussi être organisé pour ne pas se laisser déborder par la quantité d'informations que vous allez collecter. Et il faut avancer donc avec méthode dans vos recherches, en épuisant donc toutes les ressources et en ayant toutes les informations les plus complètes possibles sur chaque individu constituant votre généalogie. Il faut être aussi rigoureux pour justement ne pas se laisser déborder et toujours vérifier une information, aller vérifier avec un acte et bien noter où cet acte on l'a trouvé. Ici, vous avez un acte de 1966 et c'était un acte de décès que j'ai trouvé donc à l'état civil de Marseille. Alors, il y a deux étapes préalables à franchir avant d'aller rechercher les actes eux-mêmes. Je vous conseille donc d'aller à la recherche de papiers de famille. Pour ça, vous allez ouvrir les placards, les armoires, aller à la cave ou au grenier, regarder dans les cartons, dans les vieilles valises, pour retrouver notamment des correspondances, que ce soit sous forme de lettres ou de cartes postales. La lecture de celle-ci peut être très enrichissante pour mieux connaître l'histoire d'une famille. Autre document que vous pouvez retrouver, des faire-part de naissance, de mariage, de décès. L'intérêt de ces documents, c'est qu'on a les renseignements sur les individus concernés par cet événement. Et ici, par exemple, vous avez sur un acte de décès, sont nommés et sont cités donc à l'acte les parents et la famille, la proche famille du défunt. Donc, ce sont des informations à côté desquelles il ne faut pas passer. Pour ce qui est de l'acte de baptême et de mariage, donc vous avez l'identité de l'enfant, l'identité des époux. Sur le faire-part de mariage, vous aurez aussi les informations sur les parents des époux et les adresses de leur résidence. Nous avons ensuite un autre document que vous pouvez trouver qui est le passeport. Le passeport qui remonte le plus ancienne trace que l'on trouve
date de 1464, qui était essentiellement utilisée pour le transport de marchandises. Mais ça s'applique aussi aux individus. Et le terme de passeport vient en fait du fait non pas de passer dans des ports maritimes, mais le fait de passer des portes des villes fortifiées pour pouvoir sortir. Il fallait passer la porte et à l'entrée, la même chose. Ce terme donc de passeport, ce document de passeport, vous pouvez y retrouver le signalement de la personne. Ici, c'est un passeport de fin 1800, mais les passeports actuels contiennent exactement les mêmes informations. Donc, l'état civil de la personne, la description de la personne, la couleur des yeux, la forme du visage, la couleur des cheveux, la forme du nez, etc. Quel était le lieu de destination et aussi la date donc de l'événement. Vous pouvez retrouver également des actes notariés. Acte notarié, ça peut être comme ici un contrat de mariage. Ça peut être aussi un titre de propriété ou un testament. Donc dans chacun d'eux, pareil, vous retrouvez les informations de l'état civil des différentes parties mentionnées dans ces actes. On peut retrouver également des photos. En ce qui concerne les photos, le problème, quelquefois, c'est que les photos, on ne sait pas qui est sur la photo, ce n'est pas forcément mentionné au dos, ni où elle a été prise, ni la date. Donc, quelquefois, on peut retrouver des indices par rapport donc, aux vêtements, notamment ici pour les militaires. Vous avez ici la photo de mon grand-père en 14, en tenue militaire. Vous voyez aussi que la photo est passablement abîmée. Vous avez des logiciels à l'heure actuelle qui permettent la restauration de ces photos, voire la colorisation de ces photos. Et en étudiant l'uniforme, on peut savoir dans quel régiment il était, etc. Et retrouver après sur Internet, sur le site Mémoire des hommes, des informations sur le régiment en question. Pour rester dans le domaine militaire, donc vous pouvez aussi retrouver le livret militaire d'un de vos ancêtres. Donc, sachant que le livret militaire a été institué en 1798 sur le principe que tout Français est soldat et se doit donc de défendre sa patrie. Ainsi, chaque homme, l'année de ses 20 ans, devait se faire connaître auprès du bureau militaire et pour être appelé sous les drapeaux. Le service militaire, lui, a été supprimé en 1996. Et de retour donc à la vie civile, après avoir passé un an, de retour dans les derniers délais avant sa suppression, c'était un an. Donc de retour à la vie civile, le livret militaire est remis au conscrit et ça atteste donc qu'il a bien fait son service, qu'il a bien rempli ses obligations. Et sans ce document, il peut être inquiété par les autorités militaires ou par la justice. Donc, dans ce document, vous retrouvez également le signalement de la personne,
son état civil, ses différentes affectations avec les dates d'entrée et de sortie des régiments, donc les différents régiments sous lesquels il a été affecté et les grades, l'évolution de son grade pendant cette période. Autre document qui lui est très intéressant, c'est le livret de famille. Alors, intéressant pourquoi? Parce que le livret de famille, dans un livret de famille, vous avez les informations sur 3 générations. Les époux, bien entendu, leurs parents et les enfants issus du mariage. Ce livret de famille, il a été créé en 1877. Ça permet de fixer l'orthographe des noms de famille, qui jusqu'ici était aléatoire puisque c'était une transmission orale. Ce livret de famille, donc je vous le disais, est intéressant à plus d'un titre, puisque d'un coup, on remonte trois générations, enfin, on a les informations sur 3 générations. Personnellement, moi, c'est comme ça aussi que c'est par là que j'ai commencé à faire mes recherches sur ma propre famille en 98, en rangeant donc les papiers de ma grand-mère. J'y ai trouvé ce livret de famille donc qui avait 100 ans, 101 ans, 100 ans puisque le mariage a été célébré en 1899 à Cabreton, donc il est presque centenaire. Et grâce à ce document, j'ai pu commencer à faire mes recherches. Et j'avais également dans les papiers de ma grand-mère une ébauche d'arbres fait par ma tante et des albums photos. Et certaines des photos étaient notées. Donc, on savait de qui était sur la photo, où ça avait été pris et à quelle date cela avait été pris. D'autres, par contre, étaient sans aucune indication. D'où l'intérêt de bien discuter avec les membres, les plus anciens membres de notre famille avant leur disparition, parce qu'après ça tombe dans l'oubli et on n'a plus aucun moyen, surtout pour les photos, de pouvoir les identifier correctement. Voilà. Donc toutes ces informations-là étaient à ma disposition et c'est donc avec cela que j'ai commencé mes recherches. Donc je ne pouvais pas interroger ma grand-mère puisqu'elle était décédée depuis 81 et c'est donc ma mère à qui j'ai demandé des informations complémentaires. Et donc là, j'en viens à l'étape numéro 2 qui est d'interroger vos proches pour à nouveau récolter un maximum d'informations en interrogeant donc vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines. Toute source est bonne à prendre et toutes ces informations mises bout à bout et recoupées les unes par rapport aux autres va vous permettre de reconstituer votre histoire familiale. Donc les informations dont vous devez disposer, ce sont les noms, les prénoms, les professions, les dates, les lieux de naissance, les lieux de mariage, les lieux de décès, les différents lieux de vie de vos familles. Ça, c'est la base des informations à récolter. Sur les prénoms, ne soyez pas surpris si vous retrouvez
la tante Marie, que vous allez toujours appeler Marie, et lorsque vous retrouverez son acte de naissance, vous vous apercevrez peut-être qu'en fait, elle s'appelle Marguerite Jeanne-Marie, mais qu'elle s'est toujours fait appeler par son troisième prénom, et qui est devenu son prénom usuel et non son premier prénom officiel. Donc, toute cette base qui est à votre disposition, eh bien, il va falloir aller la vérifier. La vérifier, et pour la vérifier, il faut aller à la recherche des actes. Les actes donc que vous allez retrouver soit en mairie pour les plus récents, à la condition que vous précisiez bien votre filiation avec les personnes mentionnées sur ces actes, et notamment, je pense notamment pour le mariage et pour la naissance. Un acte de décès, lui, étant disponible à tout un chacun. Et donc, la recherche de ces actes peut aussi se faire auprès des archives départementales. L'intérêt de travailler auprès des archives départementales, c'est que si vos ancêtres avaient un peu la bougeotte et allaient d'une ville à l'autre, tout en restant dans le même département, en étant aux archives, vous allez retrouver plus facilement les documents. En un seul déplacement, vous trouverez donc les documents sur leur ville de naissance et éventuellement leur ville de mariage, si ce n'est pas la même, si c'était la ville d'à côté. Donc, pour illustrer cette recherche d'actes, on va partir du livret de famille que j'avais retrouvé de mes arrière-grands-parents. Donc, Millet Pierre Salvat, qui était né à Cabreton, et de Françoise Belloc, elle aussi née à Cabreton. Donc là, nous avons une génération qui est indiquée sur le livret de famille. La deuxième génération, ça va être les parents de l'époux et les parents de l'épouse. Ici, les parents de l'époux sont indiqués et sont vivants. En ce qui concerne l'épouse, en 1899, donc à l'époque du mariage, le père était déjà décédé. Donc ça, c'est aussi une info à garder sous le coude pour aller la rechercher ultérieurement, quand il faudra compléter donc les informations du grand-père. Autre information que l'on trouve dans le livret de famille lorsque les époux sont décédés, ceci est mentionné avec donc la date, le lieu et le numéro de l'acte. Et enfin, vous avez les enfants nés du mariage. La même chose, c'est indiqué dessus les noms, les prénoms, la date et le lieu. Vous pouvez aussi, sur certains actes, mais là, c'est à ce moment-là la famille qui le mentionne. J'ai déjà eu entre les mains des livrets de famille où sur les rebords, était noté que l'enfant avait été baptisé à telle date, à tel endroit, dans telle paroisse. Donc, avec ceci, on a la date du mariage. Donc, la date du mariage, c'était le 18 octobre 1899 à Cabreton. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis allée à l'époque, je vous rappelle qu'on était en 98. Je suis allée donc aux archives départementales sur place, dans les Landes. J'ai fait une belle balade. Et pour retrouver donc l'acte la copie de cet acte de mariage et voir un petit peu ce qu'il allait pouvoir m'apprendre de nouveau.
Ici, donc on est aux archives départementales donc, des Landes. Et cet acte-là va apprendre que on a donc une première partie avec les informations relatives à l'époux, une seconde celle de l'épouse, ensuite on aura les témoins et enfin les signatures. Donc je reviens sur l'époux. L'époux, donc la date déjà, nous sommes en l'an 1899. Nous étions le 18 octobre, il était 10 h du matin, lorsque l'état civil a procédé, l'officier d'état civil a procédé donc à la célébration du mariage. Donc le mariage entre Pierre Salvat Millet, qui était matelot des douanes, âgé de 31 ans. Donc là, on a son âge. Il est né dans la commune et on ne va pas aller chercher bien loin. On a aussi sa date exacte de naissance, donc le 8 février 1878. À l'époque du mariage, il est domicilié à Alger. Ça, c'est du fait de sa profession, puisqu'il est matelot des douanes, donc il était en poste, en service sur l'Algérie à Oran. Il était fils de Étienne Millet, qui avait pour profession tourneur, et de Catherine Dogareil, qui elle était ménagère. Les parents donc sont domiciliés, eux, à Cabreton. Ils sont présents au mariage et ils ont consenti à ce mariage. Ensuite, nous passons à Françoise Belloc, l'épouse, la future épouse, qui elle est ménagère, qui a 25 ans, qui est née aussi dans la commune de Cabreton. Et on a également sa date, le 30 octobre 1874. Elle habite Cabreton, elle est fille de feu Jean Belloc, on l'avait vu sur le livret de famille, et on a la date du décès de Jean Belloc, qui est survenu donc le 25 janvier 1876, toujours à Cabreton. La mère de l'épouse, c'est Claire Lesbat, elle est ménagère et domiciliée aussi à Cabreton. Elle est présente et elle a donné son consentement pour que sa fille épouse Pierre Salvat Millet. Les actes donc de naissance des époux et l'acte de décès du père de l'épouse ont été portés à la connaissance donc, de l'officier d'état civil qui a joint tout ça à l'acte. Et ensuite, on passe aux témoins. Alors, il ne faut pas, justement, faut pas passer à côté, il faut bien les regarder et bien lire qui était témoin lors des différents actes, que ce soit la naissance, le baptême, le mariage ou le décès. Ici, on apprend donc que Gustave Belloc, qui a 41 ans, qui est résigné, est présent à l'acte et c'est le témoin de l'épouse puisque c'est son frère. Ensuite, nous avons 3 autres témoins qui sont parents ou amis indiqués parents ou amis de la famille. Donc, la présence de Gustave Belloc, là aussi, c'est quelque chose à noter, puisque ça permettra de compléter la fratrie de l'épouse et de connaître donc les enfants du couple Belloc-Lesbat. Ensuite interviennent les signatures. Donc au niveau des signatures, là on peut lire que la mère de l'époux et la mère de l'épouse ne savent pas signer.
Par contre, Françoise Belloc a signé, ainsi que Pierre Millet, donc les époux, et le frère de l'épouse a également signé, et vous avez les autres témoins et l'officier d'état civil qui a également signé cet acte. Donc ici, nous avons vu quelles étaient les informations que l'on pouvait retenir sur un acte, collecter sur un acte. Et tout ceci, eh bien, je vous encourage à le noter sur des fiches individuelles, donc, où vous retrouverez l'état civil de votre ancêtre, ses parents, le père, la mère, où est-ce que votre ancêtre est né, où il a été baptisé, avec qui il s'est marié, s'il s'est marié plusieurs fois, ne pas hésiter à le noter, s'il y a eu des divorces aussi, ne pas hésiter à le noter, qui étaient les enfants, le décès et la sépulture de votre ancêtre. Vous pouvez donc ici indiquer également les sources dans cette colonne. Les sources, c'est une information qui est aussi son importance, puisque ça permet d'indiquer où, dans quel type d'archives vous avez trouvé l'information, que ce soit en mairie, que ce soit à l'état civil, que ce soit aux archives départementales. De noter également donc la cote, c'est-à-dire la référence du document. De noter aussi la page, si c'est un document numérique, puisque à l'heure actuelle, donc, la majorité des archives départementales ont mis en ligne les documents qui permettent de faire de la généalogie, et notamment l'état civil et les registres paroissiaux. Donc, ceci consultable tranquillement depuis chez vous, bien installé devant votre ordinateur. Il suffit d'aller sur le site des archives, de chercher la commune, de chercher le type d'acte, l'année, et vous arrivez donc au fichier numérique. Et par le biais d'une visionneuse, vous pouvez lire les documents et en faire des copies, des captures, et vous pouvez les imprimer pour avancer tranquillement et conserver une trace écrite de vos recherches, pour pouvoir y revenir aussi par la suite, parce que quelquefois, même en étant attentif, certains détails peuvent nous échapper, et ces détails peuvent débloquer certaines situations. Donc, une fois que tout ceci est noté, vous pouvez passer à une phase de construction de votre arbre. Donc, la construction de votre arbre, elle peut se présenter sous cette forme-là. Vous êtes ici, donc l'enfant, le numéro 1 de l'arbre. Votre père, ce sera votre double, le numéro 2, et toute la branche paternelle sera représentée à votre gauche, et toute votre branche maternelle sera représentée à votre droite. Donc, ici, vous avez des numéros. Sur cette représentation, vous avez donc 4 générations. Vous êtes la première génération, vos parents la deuxième, vos grands-parents la troisième, vos arrière-grands-parents la quatrième. Là, vous voyez déjà qu'il y a 15 personnes sur 4 générations. Et pour s'y retrouver dans cet arbre, il y a eu un système qui a été mis au point,
qu'on appelle une numérotation SOSA, de Sosa Stradonis, l'un des inventaires du système. Donc la numérotation SOSA, qu'est-ce que c'est? Vous êtes le numéro 1. Votre père, ce sera votre double, donc numéro 2. Et votre mère aura le numéro 2 plus 1, donc le numéro 3. Ensuite, votre père, le père de votre père, lui sera aussi le double de votre père, donc de 2, on va passer à 4, et votre grand-mère paternelle aura le numéro 5. Du côté maternel, vous avez donc votre mère qui est le numéro 3, son père sera le numéro 6, sa mère le numéro 7. Et c'est ainsi qu'on remonte de génération en génération. Et ici, à 4 générations, on se retrouve donc avec 15 ancêtres. Une fois que vous avez monté votre arbre, donc à l'intérieur de ces cases, vous indiquez les noms, les prénoms. Le fait de noter les prénoms peut permettre de faire le distinguo entre deux individus. Parce que des Jean, fils de Jean, petit-fils de Jean, arrière-petit-fils de Jean, ça j'en ai rencontré quelques-uns. Quand il n'y a qu'un seul prénom, c'est pas évident donc à savoir de qui on parle exactement. Donc le nom, les prénoms, la profession. Vous indiquez également la date et le lieu de naissance, la date et le lieu du décès, et entre les deux, la date et le lieu du mariage. Et vous faites la même chose pour vos grands-parents et vos arrière-grands-parents. Donc ceci, ce serait une saisie, ça peut être une saisie manuelle, et cette saisie manuelle peut se faire en complément, en préalable, pardon, à une saisie informatique. Donc pour cela, vous avez des logiciels qui sont à votre disposition, notamment le logiciel Eredis, mais il en existe d'autres, tels que Généatique, ou des saisies directement en ligne via un compte Généanet ou un compte Philae. Donc cette saisie informatique, elle a quand même un avantage, c'est que l'arbre, lui, se construit tout seul au fur et à mesure que l'on rentre les différentes données des individus. Et à partir de là, vous pouvez éditer un arbre papier, alors soit un simple arbre, soit un arbre comme ici, un arbre illustré. Ça va du format A4, donc la simple feuille d'imprimante, au format 0, où là il va falloir passer par un imprimeur pour pouvoir sortir votre arbre quand il y aura plus que 5 générations sur une même page. Cet arbre-là, donc, je vous ai dit, il s'incrémente automatiquement. Mais vous avez aussi la possibilité de modifier les cases, de choisir le type de présentation, etc. Vous pouvez entièrement personnaliser votre arbre généalogique. Donc ça, ce sont les logiciels spécifiques à la saisie généalogique, mais vous pouvez aussi utiliser pour monter vos arbres, des logiciels de création de photos, d'illustrations. Là, ça a été le cas aussi où j'ai monté cette couverture de calendrier pour ma mère, et avec ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Et à l'intérieur, donc sur chaque mois,
j'avais mis des photos personnalisées. Donc ça, c'est une chose qui est réalisable. La personnalisation d'un arbre, elle peut aussi se faire sur un thème bien précis par rapport à un lieu, par rapport à une profession, pourquoi pas, illustrer dans ce sens. Voilà, cette conférence est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me retrouver sur le stand de la SPG, l'Alliance syndicale des professionnels de la généalogie. Je tiendrai permanence donc toute cette semaine, ainsi que mes confrères et consoeurs qui pourront vous renseigner dans différents domaines. Celui, comme moi, de la généalogie familiale et foncière avec Corinne Di Giovanni, qui elle est basée sur Monaco. Si vous avez des recherches à faire sur Paris ou plus spécifiquement sur des ancêtres juifs, vous pourrez rencontrer Laurence Abensorazan. Notre consoeur Corinne Vermogo, elle, pourra vous aider et vous coacher en généalogie. Côté généalogie successorale, Nadège Brevet sera également présente. Et si vous avez des ancêtres plus lointains sur l'île de la Réunion, notre confrère Claude Rossignol pourra répondre à toutes vos questions. Voilà, écoutez, je vous souhaite de belles et bonnes recherches et je vous dis à très bientôt.